Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM TV. À la une de l'actualité, aucune enquête n'a abouti. Éric Coquerel dément les accusations de comportement déplacé avec des femmes, notamment le signalement que vient de faire l'ex-gilet jaune Sophie Tissier devant le comité contre les violences sexistes et sexuelles de la France Insoumise. Sur BFM TV, le député et nouveau président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale dénonce, lui, des rumeurs infondées. La guerre en Ukraine avec de nombreux morts et des blessés après des frappes sur Sloviansk dans l'est du pays. Selon le maire de cette ville, Moscou dit par ailleurs avoir conquis la ville clé de Lysychansk et toute la région de Lugansk dans le Donbass. On en parlera dans un instant avec notre invité Emmanuel Dupuis. Faut-il envisager un retour du masque obligatoire face à la reprise épidémique de Covid-19 en France et à ses plus de 71 000 contaminations quotidiennes? La question du retour de certaines restrictions est évoquée par certains médecins. Face à la même 7e vague, l'Allemagne n'a, elle, jamais abandonné le masque. Aucune enquête n'a abouti. Il s'agit de rumeurs infondées. La défense d'Éric Coquerel aux accusations de comportement inapproprié avec certaines femmes. Le tout nouveau président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale était l'invité de BFM Politique à la mi-journée aujourd'hui. Il y a eu des enquêtes journalistiques sur moi depuis plusieurs années. Peut-être que BFM en a fait, je ne sais pas, sur des médias sérieux. Aucune n'a débouché. Pourquoi aucune n'a débouché? Parce que la rumeur n'a pas suffi pour les journalistes, et fort heureusement, et d'ailleurs je salue la qualité professionnelle des journalistes qui l'ont fait, mais ils ont cherché des faits. Au moins, à un moment donné, un témoignage circonstancié, vérifié, qui valait de dénoncer publiquement quelqu'un, parce que je trouve que la presse a plutôt bien agi. On ne met pas comme ça le nom public de quelqu'un sur la base de rumeurs. Marie Gentric nous a rejoint sur ce plateau du service politique de BFM TV. Marie, vous avez enquêté sur ces rumeurs. Une femme a saisi ou va saisir le comité contre les violences sexistes et sexuelles de la France Insoumise. Il s'agit de Sophie Tissier, cette ancienne figure des Gilets jaunes. Vous voyez notamment ce tweet aujourd'hui. Vous avez pu la joindre par téléphone. Pour elle, Éric Coquerel ment aujourd'hui. Oui, exactement. Alors Sophie Tissier, elle a saisi le comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles de la France Insoumise ce matin, un petit peu avant 11h du matin, pour être très précise. Et en effet, quand elle a suivi l'intervention d'Éric Coquerel sur notre antenne, ça a été assez dur pour elle. Moi, je l'ai eu au téléphone après. Elle m'a dit qu'elle était assez bouleversée. On pouvait sentir qu'elle était assez émue. Selon elle, Éric Coquerel ment tout simplement lorsqu'il affirme qu'il n'a jamais eu de comportement déplacé avec les femmes. Elle me dit que la défense d'Éric Coquerel, pour elle, ça provoque du dégoût et de la colère. Lorsque Sophie Tissier reproche à Éric Coquerel, ça remonte en août 2014, lorsqu'elle avait été invitée à un événement l'été en août 2014 concernant le PG, le parti de gauche dont Éric Coquerel faisait partie à l'époque. Elle affirme que dès son arrivée, Éric Coquerel a placé sur elle un regard de libidineux, malsain, déplacé. Et puis elle évoque particulièrement la soirée lors de laquelle Éric Coquerel, toujours selon elle, a été extrêmement insistant. Il a voulu danser avec elle, l'a prise par la taille, agrippée par la taille, c'est le terme qu'elle emploie. C'est collé contre elle, a effleuré ses fesses, son corps. C'était dégoûtant, c'était humiliant, déstabilisant. Je me sentais une proie. Il était pressant et en prédation. D'ailleurs, Sophie Tissier affirme que suite à cette soirée, dans la continuité de cette soirée, alors que les gens commençaient à partir, Éric Coquerel lui a envoyé des SMS, plusieurs SMS insistants selon elle, dans lesquels il proposait qu'elle le rejoigne dans son taxi pour aller ensemble à l'hôtel. Marie, alors pour l'instant, on en est au stade du signalement. Ce n'est pas une plainte devant la justice. C'est quoi, au juste, ce comité contre les violences sexistes et sexuelles de LFI? Alors, c'est un comité qui a été créé en 2018. Ça s'inscrit dans une sorte de démarche complémentaire par rapport à la justice plus traditionnelle. Ce sont des militantes bénévoles de la France Insoumise qui constituent ce comité. Après, c'est assez difficile de savoir ce qui s'y passe en interne parce que justement, le comité revendique le fait de mener ses travaux de façon confidentielle. Merci beaucoup Marie pour toutes ces précisions, le signalement de Sophie Tissier puis la riposte d'Éric Coquerel. Pour le député Renaissance Patrick Vignal, il faut changer de méthode et privilégier la parole des femmes malgré la présomption d'innocence. Écoutez. Moi je pense que pendant trop longtemps, les hommes de pouvoir ont eu l'impression qu'ils pouvaient tout se permettre, notamment avec les femmes. Et on est à un tournant de la vie où les femmes veulent avoir aussi leur place. Et c'est vrai que quand je vois les affaires d'Ami Abad, quand je vois les affaires Éric Coquerel, je ne me pose plus la question pourquoi les Français ne nous font plus confiance et ne veulent pas retrouver le chemin des urnes. De quoi on parle en fait? Regardez le principe. Il y a dans tous les mouvements des hommes,
rarement des femmes qui peuvent des prédateurs et qui ont l'impression, parce qu'ils ont gagné une élection, qu'ils ont du pouvoir, qu'ils peuvent tout se permettre. Et aujourd'hui, on nous dit, tant qu'il n'y a pas de jugement, on ne croit pas les femmes. Moi, je voudrais qu'on change un peu de paradigme quand même. Je voudrais dire qu'effectivement, je suis d'une génération où peut-être quand les hommes étaient des lourds dragueurs, ça pouvait fonctionner. Et nos enfants, nos filles ont raison. Un dragueur aujourd'hui devient un harceleur. Et c'est là le vrai débat. Mais Patrick Vignal, pardon, mais il y a la présomption d'innocence qui est quand même importante, qu'il ne faut pas bafouer. À ce jour, Éric Coquerel n'a pas été condamné, il n'y a même pas eu de plainte devant la justice. Écoutez, moi, le cas d'Éric Coquerel, effectivement, vous ne me verrez pas tweeter des choses malencontreuses à son égard. J'ai bien écouté ce qu'il nous a expliqué, mais moi, je voudrais aller plus loin quand même. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut attendre qu'il y ait un jugement parce qu'il y a une présomption d'innocence pas jugée. Et les femmes ont l'impression d'être bafouées et que leurs paroles ne comptent pas. Je pense qu'il faut aller plus loin dans la méthode. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter uniquement de dire on attend la justice. Enfin, quand même, les mouvements politiques, ils pourraient convoquer avec une controverse, avec une confrontation. La personne qui dit aujourd'hui qu'Éric Coquerel s'est mal comporté avec elle, qu'attend le mouvement pour la faire venir et confronter les deux simplement en adulte, en responsabilité. Parce que pendant ce temps, on ne s'occupe pas des Français. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. On a besoin de redresser la France. Il y a 2900 milliards et depuis une semaine, on parle de faits certes graves, mais moi j'aimerais qu'on arrive à les régler d'une manière intelligente. Et alors qu'on apprend de sources gouvernementales qu'un conseil des ministres pourrait être convoqué demain à 17h, Elisabeth Borne doit présenter son nouveau gouvernement d'action. En début de semaine, la première ministre qui continue donc de plancher sur ce casting idéal avec le président de la République. Alors à quand le remaniement? Peut-être dans les prochaines heures, assure Aurore Berger. À partir du moment où, dans les prochaines heures, le nouveau gouvernement sera formé, eh bien, nous aurons un exécutif définitivement installé. Moi, j'attends ce remaniement dans les prochaines heures. Il sera annoncé, évidemment, par le secrétaire général de l'Élysée. C'est demain matin. Ce sera dans les prochaines heures. Et je pense que ce qui importe aux Français, c'est pas de savoir si c'est dimanche après-midi ou lundi matin. C'est même pas forcément de savoir qui. C'est savoir qu'on a à un moment un collectif qui est formé, qui est installé définitivement. Ce remaniement, on en parle avec vous, Benjamin Morel, maître de conférence à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas. L'équation de la majorité de cette nouvelle équipe de la constitution de cette nouvelle équipe comporte de nombreuses inconnues. Et on doit être en train de plancher entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron en week-end studio, on imagine. Oui, c'est complexe. D'abord parce que vous avez déjà quelques facteurs qui sont des facteurs structuraux. Vous avez un manque de banc de touche, vous avez un problème de ressources humaines et que, qui plus est, eh bien, les ressources humaines qui jusqu'à présent étaient à disposition étaient de deux ordres. D'un côté, vous aviez des débauchages individuels. Ça marche quand vous voulez envoyer des signaux à l'opinion, quand vous voulez envoyer une figure de droite, une figure de gauche. Mais évidemment, si vous allez débaucher aujourd'hui une figure de droite ou une figure de gauche, les partis dont vous allez avoir besoin, les groupes politiques dont vous allez avoir besoin, risquent de se retrancher encore un peu plus dans leur opposition. Donc, vous ne pouvez plus passer par des débauchages individuels. Vous ne pouvez pas non plus aller chercher du soutien directement parce que les accords de coalition, les partis d'opposition ont dit non. De l'autre côté, les ressources humaines aujourd'hui de la Macronie sont des ressources très techniques. On l'a souvent reproché à Emmanuel Macron, des ministres compétents sur le fond, mais qui ne savaient pas réellement faire de la politique. Or là, il va falloir faire de la politique. On a souvent l'impression que l'Assemblée nationale, eh bien, c'est quelque chose de relativement policé, etc., avec une personne qui parle et une autre qui la suit. En réalité, l'Assemblée nationale, c'est un chaudron où vous avez des coups politiques qui sont menés par l'opposition. Et l'important, c'est pas d'avoir 289 députés. L'important, c'est de toujours avoir à l'instant T une majorité en séance. Ça implique d'aller négocier avec l'opposition, mais également de bien connaître les députés de la majorité, de ressentir un petit peu le vague à l'âme qu'ils peuvent avoir pour qu'ils viennent siéger au moment où on a besoin qu'ils viennent siéger. Ça implique un profil politique et ça implique même un profil parlementaire. Or ça, aujourd'hui, tant Elisabeth Borne qu'Olivier Véran ont moyennement un tel profil, Premier ministre et ministre des Relations avec le Parlement. Il va donc falloir trouver des ministres politiques et c'est justement ce qui manque en Macronie. Des ministres politiques, il va également falloir remplacer des ministres qui ont perdu aux législatives, d'autres qui ont accédé au perchoir. Il y a aussi beaucoup d'autres missions. Est-ce que ça va être réalisable dans les prochaines heures, comme l'annonce Aurore Berger? On a l'impression que c'est un peu mission impossible quand même. Alors, on peut toujours trouver, entre guillemets, des candidats. La question ensuite, c'est est-ce que les candidats vous apportent réellement quelque chose? Il faut donner des gages, notamment à Horizon et au Modem, qui ont été assez maltraités lors de la nomination du gouvernement Borne. Mais en effet,
on peut trouver des ministres, encore faut-il leur donner des missions. Alors après, on a quand même un gouvernement qui, à ce stade-là, est un peu resserré. Signe des temps, le plus grand gouvernement qu'on a sous la Ve République, c'est le gouvernement Rocard. 48 ministres, c'était également un gouvernement minoritaire. Il fallait envoyer des signaux aux différentes parties de l'opposition, mais surtout aux différentes parties de la majorité. On peut donc s'attendre à un élargissement de ce gouvernement, à une multiplication des secrétariats d'État dont le contenu sera relativement faible et dont l'administration ne permettra pas réellement aux secrétaires d'État d'exercer de manière effective un rôle. C'est peut-être souvent un peu plus d'estrapontant ou déhoché, mais ça permet de tenir votre majorité et donc on risque en effet d'avoir un élargissement de ce gouvernement. Merci beaucoup Benjamin pour cette analyse. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reparlerons de l'actualité en Ukraine avec notamment ces nombreux morts et ces blessés après des frappes sur Sloviansk dans l'est de l'Ukraine. C'est le maire de la ville qui l'indique. On va y revenir évidemment, ainsi que sur ces violents combats qui ont lieu à Lysychansk. On va en parler dans un instant avec notre invité Emmanuel Dupuis. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elle-même les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Retrouvez l'écho du week-end avec Bexley. Bexley, vous avez le sens de l'étiquette. Estimation, facture et outils de gestion. Les solutions Square connectent tous les côtés de votre entreprise. C'est carré avec Square. Dans quelques secondes, mon cousin va croire qu'il rêve encore. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot sensationnel de près de 210 millions d'euros. Mais madame, j'ai l'habitude, je suis pas folle. Je l'avais rangée, elle a dû sortir et se remettre toute seule dans la roue. Non mais vraiment, je comprends pas. Rassurez-vous, nous on vous comprend. Et on vous assure à partir de 10 € par mois. Euro Assurance, vous voilà rassuré. Honor Magic 4 Pro. Des photos plus vraies que nature. La magie de l'image comme au cinéma. Et une charge ultra rapide. Honor Magic 4. The Power of Magic. Honor. Roulez en sécurité et gardez vos points avec l'application Coyote. Profitez de 30 jours d'essai gratuit. Coyote. Dans quelques secondes, mon cousin va croire qu'il rêve encore. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot sensationnel de près de 210 millions d'euros. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. Chez Promo Vacances, la République Dominicaine est à partir de 899 €, tout compris.
Déjouez la ville avec le Peugeot 2008 à partir de 290 € par mois, sans apport. Pour réussir, on vous a dit qu'il faut parler plus fort que tout le monde. Oui, bien sûr, nous avançons sur votre dossier. J'attends simplement la signature. C'est parfait, merci. J'ai hâte de travailler avec vous. Heureusement, les règles ont changé. Collaborez efficacement grâce au PC portable, HP Elite Dragonfly et la fonction de réduction de bruit. Avec HP, travaillez sereinement. T'es tombé? Je fais des allers-retours et je suis tombée. Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres. Voilà. C'est quelque chose de mieux. Sans me parler, je sais ce que tu veux me dire. Pour se protéger, il y a des gestes qui comptent. La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Une deuxième dose de rappel est donc recommandée dès 60 ans. 15h44 sur BFM TV. À la une de l'actualité, Éric Coquerel qui contre-attaque sur BFM TV. Il rejette les accusations de gestes déplacés portées notamment par Sophie Tissier qui a saisi le comité des violences sexistes et sexuelles de la France Insoumise. Le député La France Insoumise et nouveau président de la commission des finances à l'Assemblée nationale dit n'avoir jamais eu de sa vie ce type de comportement. 6 morts et 15 blessés, c'est ce qu'affirme une porte-parole de la région de Donetsk après des tirs de lance-roquettes sur Sloviansk à l'est de l'Ukraine. Et confirmant un message du maire de la ville, un marché a notamment été ciblé. Par ailleurs, de nombreux combats très violents se poursuivent à Lysychansk. Et la guerre en Ukraine, les forces russes qui continuent donc leur stratégie de la terre brûlée. Le président Volodymyr Zelensky a évoqué des combats qui s'intensifient dans plusieurs villes du pays. Et vous voyez notamment ces derniers tirs qui ont eu lieu à Sloviansk, qui est rapporté par les autorités locales. On écoute le président Zelensky. L'armée russe a continué de frapper nos villes avec des missiles. Pas plus tard que ce soir, il y avait déjà eu 6 frappes, un total de 12 missiles. À Mykolaïv, dans la région de Donetsk, les frappes aériennes se poursuivent. Les hostilités brutales continuent sur la ligne de front dans le Donbass, dans l'épicentre bien sûr, dans les villes de la région de Lugansk. L'activité s'intensifie dans la région de Kharkiv. Nous avons réussi à chasser les forces d'occupation d'Ivanivka dans la région de Kherson. Et nous continuons à faire pression dans le sud de notre État. Emmanuel Dupuy est avec nous. Bonjour, merci d'être sur le plateau de BFM TV, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, spécialiste des questions sécurité, défense et armement. On va d'abord commencer par cette dernière information qui concerne Sloviansk, avec ce bilan qui est communiqué par les autorités sur place. 6 morts au moins et 15 blessés après ces frappes. Le maire de la ville a confirmé l'information. On a l'impression vraiment qu'il y a une intensification actuellement des frappes russes. Depuis plusieurs jours, effectivement, ce sont plusieurs centaines de missiles qui sont venus frapper l'ensemble du territoire ukrainien, pas seulement la région du Donbass que l'on voit ici, mais également des sites qui abriteraient, selon les autorités russes, du matériel occidental, matériel que les Occidentaux font parvenir aux forces armées ukrainiennes. Il y a effectivement un changement de doctrine qui correspond d'ailleurs au changement de chef d'état-major. Valéry Gerasimov n'est plus chef d'état-major, il y a un nouveau chef d'état-major, en la personne du général Gennady Zitko. Peut-être est-ce là une façon aussi de montrer qu'il y a non seulement une guerre d'artillerie qui se mène dans le Donbass, on l'a vu avec la chute donc de Severodonetsk il y a quelques jours et de Lysychansk il y a quelques heures, même si les contradictions sont flagrantes. Les forces armées ukrainiennes disent qu'elles combattent toujours, alors que l'état-major russe dit que la ville est tombée. Et puis évidemment, les frappes sur Sloviansk, peut-être est-ce là la preuve que l'offensive va sans doute continuer à l'ouest donc des deux villes qui sont tombées, avec cette idée qu'il faut continuer à, selon la rhétorique russe, à conquérir des territoires
les territoires qui n'avaient pas été conquis en 2014, qui avaient été défendus depuis maintenant 130 jours, enfin 129 jours, et qui maintenant déplacent de 80 km vers l'ouest le front de défense des forces armées ukrainiennes. Je crois qu'il est utile de rappeler que même si Lysychansk est encore défendu, les forces armées ukrainiennes ont fait un repli tactique pour ne pas défendre la ville qui, pour l'instant, ou jusqu'à présent, était devenue intenable. Et pourtant, justement, pour revenir sur Lysychansk, très brièvement, le ministère de la Défense russe affirme désormais que la ville est conquise. Alors, on sait qu'il y a une guerre de propagande, une guerre de communication entre les deux camps. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Lysychansk ? Effectivement, il y a quelques images qui circulent, vous-même vous les avez diffusées, où l'on voit des troupes tchétchènes aux côtés de troupes séparatistes de la République autoproclamée de Lugansk, à côté de troupes russes, parader avec des drapeaux, montrant que dans certaines parties de la ville, les troupes russes, effectivement, ont pénétré. De là à dire que les combats se sont totalement arrêtés, en tout cas les forces ukrainiennes disent le contraire. D'ailleurs, on le voit à travers ces images. Et il est sans doute un peu tôt pour savoir si la ville est totalement tombée. Ce qui est une certitude, c'est que la ville de Severodonetsk est tombée et que les troupes russes progressent de plus en plus en direction donc de l'ouest du Donbass, avec l'idée selon laquelle ils ne s'arrêteront pas forcément là, mais aussi avec la certitude que les Ukrainiens vont défendre les 80 km entre les deux villes-là. Emmanuel Dupuis, vous restez avec nous. On va bien sûr revenir dans un instant sur cette actualité en Ukraine, cette progression des forces russes, notamment dans l'est du pays. Mais avant cela, votre chronique, prenez soin de vous, avec aujourd'hui comme thème l'eczéma. À la une ce dimanche, une maladie taboue qui toucherait environ 2,5 millions de Français, dont 20% en moins de 7 ans. On parle en fait de la dermatite atopique. Alors c'est plus connu bien sûr sous le terme d'eczéma. C'est une maladie chronique de la peau qui se caractérise par des poussées de plaques inflammatoires et surtout qui démangent. Et ça c'est le vrai problème, y compris la nuit. Théo Bourdin, bonjour. Bonjour. Vous êtes patient et membre de l'Association française de l'eczéma. À quel point ces symptômes vous ont-ils affecté ou affectent encore votre quotidien ? Alors ils m'ont énormément affecté il y a quelques mois où j'ai subi en fait pendant à peu près 3 mois des insomnies quotidiennes et à cause desquelles j'ai dû remettre un peu en question mes études. Heureusement j'ai réussi à me rattraper un peu, mais c'est vrai que ça a été des symptômes donc de plaques, de démangeaisons qui réveillaient la nuit et qui ont très fortement affecté mon quotidien et mes relations sociales également. Vous vous êtes isolé ? Je me suis partiellement isolé. J'ai eu la chance d'être bien entouré par des amis et de la famille. Mais c'est vrai que cet isolement, il touche très fortement les malades d'eczéma. Et surtout que c'est un isolement dont il est compliqué de sortir. Alors à vos côtés, le docteur Pierre-André Becherel, vous êtes dermatologue, spécialiste justement de l'eczéma. Alors la première question, c'est quand même pourquoi est-ce que dans les pays industrialisés, on a l'impression qu'en 30 ans, il y a 3 fois plus d'eczéma ? C'est absolument vrai. Alors en quelques mots simples, c'est ce qu'on appelle la théorie hygiéniste. En gros, quand on est petit, quand on est bébé, notre système immunitaire apprend à se défendre contre tous les microbes qu'il rencontre, etc. Et comme vous le savez, depuis plusieurs années, les progrès effectivement de l'hygiène font que on rencontre de moins en moins de microbes. Et pourtant, l'immunité, il faut bien qu'elle apprenne à se défendre. Contre quoi se défend-elle ? Contre des allergènes de l'environnement, des poussières, des pollens, etc. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui les causes précises et les facteurs aggravants de l'eczéma ? Les gènes sont encore mal connus, mais en tout cas, il faut avoir des gènes prédisposés pour réagir. Tout le monde ne réagit pas à la poussière, effectivement. Donc, il y a des gènes. Ensuite, là-dessus, les facteurs déclencheurs, il y en a plusieurs. Les infections, avoir une infection par exemple, ça fragilise. Et puis, il y a le stress quand même, qui est, je pense que vous le savez bien, le stress, il y a un lien très étroit entre le psychisme et la peau. Alors le vrai problème, c'est le traitement, parce qu'on dit toujours, on va être fataliste. Est-ce qu'il y a des révolutions dans le traitement de l'eczéma ? Ah oui, depuis quelques années, on peut dire qu'il y a un avant et un après. C'est ce qu'on appelle les biothérapies, ou thérapies ciblées. Autrement dit, c'est comme des petits missiles qui sont guidés vers des molécules précises de l'atopie. Je suis justement un traitement par biothérapie et c'est ça qui m'a vraiment sorti. Et comme le précisait le docteur, j'ai vraiment vu un avant et un après dans la gestion et surtout dans le contrôle des symptômes et de la maladie en règle générale, oui. Théo Pierre-André, merci beaucoup. Nous, on se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous. La météo. La météo avec Rodi, le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. Avec Tendré Plus, twistez la cuisine ordinaire devant la météo.
Retrouvez la météo avec Murprotec, spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs. Un temps calme, un temps estival, donc des conditions parfaites. Toutefois, à surveiller ces températures toujours très élevées sur le sud-est et ces orages à nouveau qui vont se déclencher. Donc actuellement pour ce dimanche, on en attend quelques-uns du côté de l'Auvergne, localement à surveiller. Et puis pour demain, on aura déjà cette zone assez instable du sud-ouest en montant sur le massif central et sur le sud de l'Alsace. Au nord, de belles éclaircies malgré ces quelques passages nuageux près des côtes de la Manche, du grand soleil en Méditerranée et puis cette instabilité qui va devenir vraiment plus marquée dans le courant de l'après-midi, notamment sur le centre-est, entre l'Auvergne et les Alpes. Il faudra surveiller la situation. Les éclaircies se maintiennent au nord, toujours quelques passages nuageux près des côtes de la Manche, mais ça devrait se morceler un petit peu par rapport au matin. Et le pourtour méditerranéen, toujours à l'écart. Alors les températures, elles restent extrêmement contrastées, toujours 24 degrés au réveil à Nice, encore 23 degrés sur le golfe du Lion, et dans le même temps, toujours à peine 9 degrés à Brest et Cherbourg, 14 à Paris et Bordeaux. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures commencent un petit peu à baisser malgré tout. On conserve encore un 34-35 degrés entre la Corse et le pourtour méditerranéen, 27 à Paris et 19 à Brest. C'était la météo avec Rodi, le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. C'était la météo avec Tendre Plus. Tendre Plus, prenons goût au bon moment. C'était la météo avec Murprotec, spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs. RMC en mode Tour de France. Ah, c'est bon, j'ai la forme. Ça va être énorme ce Tour de France. Tour de France, c'est un sport de commando. N'oublie pas que c'est toi qui es le leader et c'est toi qui dois emmener le groupe. Hein. Allez, on augmente le rythme. Allez, Christophe, allez. Mais je suis à fond, je te dis, je suis à fond. Vous allez pédaler, non de bleu, vous allez pédaler. Allez, t'as toute l'équipe derrière toi. 100% des étapes du Tour de France en intégralité jusqu'au 24 juillet. Pédalez plus vite, allez. À vivre en direct sur RMC. Aujourd'hui, je vis en Haute-Savoie. Où t'as appris qu'on mange du reblochon même l'été. Sacrée découverte. Mon reblochon, je l'aime en toute saison. Découvrez mes idées gourmandes sur reblochon.fr. Pour l'être humain, savoir s'adapter est essentiel. Pour Science et Vie, c'est pareil. Science et Vie existe depuis plus de 100 ans et de révolution en évolution, il met tout en œuvre pour vous éclairer avec passion et intransigeance. Science et Vie, la référence. Dans quelques secondes, mon cousin va croire qu'il rêve encore. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot sensationnel de près de 210 millions d'euros. Vous aussi, vous voulez faire comme j'aime, mais avant de commencer, vous voulez savoir combien ça va vous coûter et c'est normal. En fait, ça dépend de votre objectif de perte de poids et de votre morphologie. Je vais vous montrer comment faire un devis, rien de compliqué. Vous allez sur le site commejaime.fr. Vous faites votre demande de devis en ligne. C'est simple, gratuit et sans engagement. En quelques minutes, vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop. Alors maintenant, plus d'excuses. Dès la semaine prochaine, commencez à perdre du poids. Alors rendez-vous sur commejaime.fr. commejaime.fr. Merci. Boutique, vente en ligne et outils de gestion. Les solutions Square connectent tous les côtés de votre entreprise. C'est carré avec Square. Qui peut concurrencer la MAF? Et l'atout de cet appartement, le dressing. Ah, les Morel. Pour votre crédit, on veut bien vous aider si vous prenez l'assurance habitation et l'assurance auto chez nous. Ah non, pour nos assurances auto et habitation, on fait confiance à un assureur. La MAF. Vous avez échoué. 200 € offerts si vous souscrivez un contrat auto-tourisque et un contrat habitation. Votre devis sur maf.fr et en agence. Dans quelques secondes, mon cousin va croire qu'il rêve encore. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot sensationnel de près de 210 millions d'euros.
Vous rêvez d'indépendance? Ne vous fâchez pas. Groupe Verlaine installe chez vous une centrale solaire de 3 kg pour produire votre électricité en toute autonomie au prix unique de 7 900 €. Oui, 7 900 €. Consultez nos experts sur groupeverlaine.com ou en composant le 3620 et dites Groupe Verlaine. Voici le prix que Sophie a payé pour son séjour à l'hôtel. Pas mal, Sophie. Laura a séjourné dans le même hôtel avec les mêmes avantages, mais la différence est flagrante. Pourquoi ? Eh bien, Sophie a trouvé son hôtel sur son site habituel, alors que Laura a utilisé Trivago pour comparer les tarifs des principaux sites de réservation et dénicher une super offre. Quelque chose me dit que Sophie utilisera Trivago la prochaine fois. Un hôtel ? Trivago. Pour réussir, on vous a dit qu'il faut parler plus fort que tout le monde. Oui, bien sûr, nous avançons sur votre dossier. J'attends simplement la signature. C'est parfait, merci. J'ai hâte de travailler avec vous. Heureusement, les règles ont changé. Collaborez efficacement avec le PC portable HP Envy X360 et la fonction de réduction de bruit. Avec HP, travaillez sereinement, sans oublier de vous divertir. Merci d'être avec nous sur BFM TV, la une de l'actualité à 16h. Éric Coquerel contre-attaque sur BFM TV. Il rejette les accusations de gestes déplacés portées notamment par Sophie Tissier qui a saisi le comité des violences sexistes et sexuelles de la France Insoumise. Éric Coquerel dit n'avoir jamais eu de sa vie ce type de comportement. 6 morts et 15 blessés, affirme une porte-parole de la région de Donetsk après des tirs de lance-roquettes sur Sloviansk et confirmant un message du maire de la ville. Un marché a notamment été ciblé. De violents combats se poursuivent également à Lysychansk que Moscou déclare avoir conquis, ainsi que toute la région de Lugansk. Le point dans ce journal. Le début des vacances avec notamment l'arrivée des premiers juilletistes et comme chaque année, prudence sur les plages ou au bord des piscines avec les risques de noyade. Les conseils de prévention dans un instant. Les risques également de contamination au Covid puisque c'est la ruée sur les tests Covid. Quand la reprise épidémique coïncide avec les départs en vacances, vous verrez que les pharmacies sont actuellement véritablement prises d'assaut. Reportage à suivre dans ce journal. À la une de l'actualité de ce dimanche, donc la contre-attaque d'Éric Coquerel sur BFM TV. Le député La France Insoumise, nouveau président de la Commission des finances à l'Assemblée, est mis en cause pour son comportement avec les femmes. Ce dimanche, Sophie Tissier, ancienne figure des Gilets jaunes, a indiqué avoir saisi le comité contre les violences sexistes et sexuelles de la France Insoumise. Elle dénonce sur Twitter des comportements déplacés. Éric Coquerel s'est défendu au micro de Benjamin Duhamel. Il assure n'avoir jamais eu ce type de comportement. On est arrivés ensemble avec Sophie Tissier dans cette soirée. C'est une soirée où il y avait plein de monde, d'accord. Il y a eu une soirée un peu, j'allais dire, comme dans des boîtes, etc. Je ne dis pas avoir dansé avec elle, mais ce que je nie absolument, c'est tout ce qui pourrait justement s'apparenter à des gestes déplacés, des gestes, on va dire, de drague agressive, même si vous voulez, et qui pourraient après, parce que c'est le seul témoignage aujourd'hui qui tout d'un coup sort maintenant, qui pourrait après valoir le fait que, ah bah oui, ma réputation est justifiée. Tenez, il y en avait un. Eh bien, je vous dis que je l'ai contredit, les témoins les contredit, et elle, hier, dans Mediapart, puisqu'elle a rechangé d'avis, explique, je la cite là, ce n'était pas une agression, et si je n'avais pas souhaité saisir la cellule et les filles a posteriori, c'est que ce n'était pas suffisamment grave. Voilà ce que dit Sophie Tissier. Alors maintenant, elle rechange de version, elle peut le faire, elle va aller devant, on a toujours dit qu'on était prêt à prendre les signalements, donc elle va poser son signalement, et à partir de là, on va vérifier les faits. Avec nous en plateau, Anne-Sara Dubois du service politique de BFM TV. Éric Coquerel, on l'entend, qui reste ferme sur sa défense, qui assure ne jamais avoir eu de comportement inapproprié avec des femmes. Est-ce que ça peut aussi avoir des conséquences sur sa vie politique ? Alors là, les choses sont un peu difficiles pour lui, en effet, parce que ce ne sont pas des personnes de l'opposition ou d'autres groupes politiques qui relayent ce témoignage ou l'accusent de comportement déplacé. Ce sont plutôt, au contraire, des militantes ou d'anciennes militantes de la France Insoumise. Éric Coquerel, ce qui par contre l'avantage, c'est que en effet la plaignante, entre guillemets, le mot n'est pas bon, mais en tout cas celle qui porte ce témoignage et qui l'a signalé auprès du comité contre les violences sexistes et sexuelles de la France Insoumise, cette femme dit bien qu'il ne s'agit pas à ses yeux de comportements juridiquement répréhensibles, qu'il ne s'agit pas de choses qui pourraient être portées en justice. D'ailleurs, la question a été posée à Éric Coquerel. Il dit lui-même, si à un moment il y a une plainte, à ce moment-là,
On verra. En attendant, effectivement, ça complique, et il le dit lui-même, son entrée en fonction à la présidence de la très puissante commission des finances, puisque en effet, c'est une sérénité vraiment très relative. C'est un doux euphémisme pour Éric Coquerel. Maintenant, les suites pour lui, pour l'instant, ne sont absolument pas judiciaires. C'est plutôt de l'ordre de la réputation. Et on imagine qu'il y a une partie qui va se dérouler au sein de la France Insoumise, puisque ce comité contre les violences sexistes et sexuelles entendra vraisemblablement Éric Coquerel, comme il a reçu le témoignage de Sophie Tissier pour confronter, voir quels sont les éléments dont il dispose. Et puis on vous redit aussi que Éric Coquerel a précisé lors de cette interview chez nous à la mi-journée qu'il n'exclut pas de porter plainte pour diffamation, et a-t-il ajouté le mouvement aussi pour ceux qui auraient relayé ces rumeurs. Quelles sont les réactions politiques après cette contre-attaque d'Éric Coquerel? Écoutez ce qu'en pense Thierry Mariani, député européen du Rassemblement national. LFI est pris à son propre jeu, à savoir vouloir donner des leçons depuis des mois dans la vague de MeToo. Aujourd'hui, cette campagne se retourne un peu contre eux. Il y a une justice en France. On n'a pas désormais à faire trancher des conflits par une commission interne, par une sorte d'instance comme dans une secte. Si la personne a été victime d'un acte inapproprié, elle doit porter plainte devant la justice. C'est le droit français. Et deuxièmement, je suis attaché à la présomption d'innocence. Vous savez, je n'ai aucune sympathie politique pour M. Coquerel, aucune sympathie politique pour M. Abad. Mais je dis simplement que ces deux personnes, le jour où elles seront condamnées, devront bien sûr en assumer les conséquences et je pense démissionner de leur poste si elles sont condamnées. Aujourd'hui, elles sont présumées innocentes. Un rendez-vous à ne pas manquer demain matin. Jean-Luc Mélenchon, qui a pris la défense d'Éric Coquerel, reviendra notamment sur cet épisode demain sur BFM TV. Il sera l'invité de Bruce Toussaint à 10h. Ne manquez pas ce rendez-vous. Dans l'actualité politique, il y a également ce remaniement attendu a priori en début de semaine, dans les prochaines heures même, selon Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée. Selon des sources gouvernementales à BFM TV, les membres du gouvernement ont même reçu un message leur demandant de réserver leur agenda à 17h demain pour un possible conseil des ministres. Alors, quelles sont les dernières pistes envisagées par l'exécutif? Les précisions d'Anne-Sora Dubois du service politique BFM TV. La première piste qui est toujours la même, ça c'est pas nouveau, c'est d'aller vite d'abord, effectivement, puisqu'il y a le discours attendu de politique générale de la Première ministre, si c'est bien à cette date qu'il a lieu mercredi. Et ensuite, très rapidement, dans la foulée, le gouvernement veut présenter le plus rapidement possible le projet de loi qui a trait au pouvoir d'achat, puisqu'il est très attendu par les Français. Donc ça laisse effectivement 24 à 48 heures, si on inclut les passations, pour décider, pour dévoiler le casting du futur gouvernement. On sait que la majorité des consultations ont été réalisées par Elisabeth Borne et par le chef de l'État. Ils s'en sont parlé vendredi. Donc la première piste, c'est d'abord toujours la rapidité, ces remaniements TGV. Deuxième piste, c'est effectivement ce qu'on entend depuis quelques jours dans la bouche de certaines personnes de la majorité et même de proches du chef de l'État, c'est d'essayer d'avoir des ministres politiques, puisque la donne a changé encore une fois après ces élections législatives. On est passé d'un gouvernement d'action à un gouvernement qui doit être un gouvernement de diplomatie parlementaire. En clair, des ministres qui connaîtraient suffisamment bien le Parlement pour pouvoir effectivement aller batailler texte par texte pour essayer de remporter à chaque fois une majorité. Si c'est pas une majorité, au moins, pour la petite anecdote, c'est négocier des abstentions, parce que l'abstention fait baisser le niveau de la majorité. Donc ça aussi, ça permet de faire valider des textes. En maths. Exactement, il faut être très bon en maths. Évidemment, l'objectif, vous le voyez, c'est de remplacer aussi les 4 ministres sortants. Pourquoi 4 ministres sortants? Parce qu'il y en a 3 qui ont été battus. Il y en a 3 qui ont été battus aux élections législatives, et il y en a une 4e qui a remporté le perchoir, présidence de l'Assemblée nationale, évidemment incompatible avec un Marocain ministériel. Voilà ces 4 ministres qu'il faut remplacer. Il faudra aussi évidemment remplacer les ministres. Enfin, est-ce qu'il faudra, est-ce que la question est en discussion, remplacer les ministres qui peuvent être en état de faiblesse, d'affaiblissement en tout cas politique? Damien Abad, qui est victime d'une plainte qui est visé par une plainte pour tentative de viol, et Chrysoula Zacharopoulos, 2 plaintes pour viol dans le cadre de son exercice de la médecine comme gynécologue. Ce sont des ministres qui sont fragilisés. Voilà pour cet troisième objectif. 4e objectif, évidemment, essayer de faire représenter au sein de ce futur gouvernement les différentes alliances qu'Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ont pu nouer avec des oppositions qui peut-être leur seraient du moins favorables, au moins pas trop hostiles pour les mois qui viennent.
On en vient à présent à la guerre en Ukraine avec cette dernière information. Des tirs au lance-roquettes ont fait au moins 6 morts et 15 blessés dans la ville de Sloviansk, dans l'est du pays. C'est ce qu'indique le maire de la ville. Et selon des médias ukrainiens, un des marchés de la ville était notamment en feu suite à ces frappes. Emmanuel Dupuis, on en parle avec vous pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Tout d'abord, cette ville de Sloviansk, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, elle se situe dans l'autre république autoproclamée du Donbass. On n'est plus à Lugansk, mais à Donetsk, puisque avec la chute de Severodonetsk il y a quelques jours, et vraisemblablement les hésitations à savoir si oui ou non les combats ont lieu à Lysychansk, l'objectif, c'est évidemment de passer de l'autre côté pour conquérir la totalité du Donbass, et en l'occurrence, la république l'oblast de Donetsk, dont Kramatorsk est la capitale, et Sloviansk, une ville importante. C'est d'autant plus une ville importante que c'est un hub ferroviaire, et on sait l'importance que cela revêt, notamment pour la logistique, pour le ravitaillement des troupes ukrainiennes, et possiblement pour celui que les Russes vont devoir maintenant mettre en place s'ils veulent tenir sur le long cours cette région. Ce n'est pas la première fois que la ville est ciblée, malheureusement. On se souvient d'ailleurs qu'au début du conflit, la gare de Kramatorsk avait été ciblée par des missiles également venus donc des forces des forces séparatistes donc de Lugansk. Kramatorsk qui aurait été encore bombardé, touché par des tirs de roquettes également selon les autorités, selon le maire de la ville. On va voir également que dans l'Est, les combats se poursuivent toujours très violemment à Lysychansk. La Russie dit avoir conquis la ville et toute la région de Lugansk dans le Donbass. Adrien Spiteri. À bord de leur véhicule, ces combattants tchétchènes célèbrent leur entrée dans la ville de Lysychansk. Sur ces images, des soldats brandissent des drapeaux devant des bâtiments en ruine. Une dernière vidéo dont la localité n'a pas été officiellement confirmée, mais le ministère russe de la Défense annonce aujourd'hui avoir entièrement conquis la ville ainsi que toute la région de Lugansk. Les troupes russes et les unités de la République populaire de Lugansk se battent à l'intérieur de Lysychansk, achevant la défaite de l'ennemi encerclé. Hier, les environs de Lysychansk ont été libérés. Une information pas confirmée par Kiev. Ce matin, le gouverneur ukrainien de Lugansk reconnaissait toutefois l'avancée des troupes russes. Ils subissent des pertes importantes, mais ils avancent obstinément. Ils s'installent dans la ville, ainsi qu'à Viernio-Kamianka, et continuent de détruire les colonies. Depuis plusieurs jours, les combats s'intensifient dans la ville. Des combats qui ont fait de nombreuses victimes, comme cet homme touché par une explosion. Un obus est tombé juste devant ma maison, à quelques mètres. Ma voisine a été tuée. Cette femme, elle aussi évacuée, raconte avoir frôlé la mort. Dire que j'ai eu peur n'est pas assez. J'ai failli mourir. Après Severodonetsk, il y a quelques jours, la prise de Lysychansk permettrait à l'armée russe d'avancer ensuite vers Sloviansk et Kramatorsk à l'ouest, deux autres grandes villes de la région industrielle du Donbass que Moscou cherche à conquérir. Emmanuel Dupuis, on l'a vu à travers ce sujet, c'est une ville clé, Lysychansk. C'est une ville clé, bien sûr, mais c'est aussi une ville symbolique. Et d'ailleurs, Severodonetsk et Lysychansk sont liés. Premièrement parce qu'elles sont mitoyennes. Severodonetsk est en contrebas et Lysychansk est en hauteur. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les troupes ukrainiennes avaient détruit un pont pour éviter que Lysychansk ne tombe, avec cette dimension de pouvoir la défendre plus aisément. Alors il faut aussi avoir à l'esprit que chacun y va de son communiqué, chacun affirme être en possession de la ville. Les Ukrainiens disent qu'elle est encore défendue, les images le prouvent ici. Les Russes et les séparatistes, et notamment les forces tchétchènes, donc disent avoir conquis la totalité de la ville. Mais il y a aussi un autre élément qui est important, c'est que les Ukrainiens ont sans doute choisi un repli tactique pour pouvoir mieux défendre des territoires un petit peu plus à l'ouest, pour éviter évidemment pour retarder l'avancée des troupes qui vraisemblablement, ayant bombardé Sloviansk, serait en direction, ou pourrait donner l'impression qu'ils iraient en direction de Kramatorsk et de Sloviansk, donc pour essayer de conquérir la partie du Donbass qu'ils n'ont pas conquis.
Et un peu plus au nord encore, là on passe du côté de la Russie, il y a cette ville de Belgorod à la frontière avec l'Ukraine qui a été visée par une série de fortes explosions. C'est ce qu'a affirmé le gouverneur de la région qui indique par ailleurs qu'il y a eu 3 morts et 4 blessés. Le ministère de la Défense russe qui affirme donc que ce sont des tirs de missiles balistiques qui ont été portés. La question qui se pose aussi, c'est d'où sont venues ces frappes ? Alors, elles ne sont ni confirmées ni infirmées par les forces ukrainiennes. C'est pas la première fois que Belgorod est ciblé. Il y a plusieurs semaines, des raffineries, des terminaux pétroliers russes avaient été ciblés. Et au début du conflit, dans une garnison à Saratov, il y avait eu aussi des explosions inexpliquées. En tout cas, il semblerait vraisemblablement que ce soit des frappes ukrainiennes, puisqu'on est, comme vous le disiez, 40 km dans la profondeur donc du territoire russe. Il y a néanmoins un contexte qui consiste à ce qu'il y ait une aggravation verbale en disant que les Ukrainiens frappent désormais en Russie, alors qu'il y a quelques heures, le président de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, a dit qu'il y avait aussi eu des missiles ukrainiens qui auraient été tirés sur le territoire biélorusse, en n'ayant aucune certitude, eu égard à ces explications un peu vaseuses, si vous m'autorisez l'expression. Donc, effectivement, on a le sentiment que la Russie veut démontrer que les Ukrainiens frappent en dehors de leur territoire pour essayer de mettre en avant le fait que la ligne rouge ou une ligne rouge aurait été franchie. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve. On ne sait pas si ce sont des explosions eu égard à des sabotages. On ne sait pas si ce sont des missiles ou même des tirs des systèmes antimissiles qui auraient intercepté des missiles venant d'Ukraine, visant vraisemblablement des complexes logistiques. La ville de Belgorod est importante, déterminante, car c'est par Belgorod que transitent les équipements, le matériel et les hommes qui vont venir nourrir, renforcer ou remplacer les troupes russes soumises à très rude épreuve dans la conquête du Donbass. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis. L'actualité en Ukraine, on y reviendra bien sûr avec vous dans le prochain journal à 16h30. 16h14, on parle à présent du début des vacances pour les juilletistes et la délivrance pour ceux qui sont arrivés sur leur lieu de villégiature avec, on en parlait, la guerre en Ukraine, le retour du Covid ou l'inflation. Eh bien, le mot d'ordre, c'est de se reposer, de décompresser. Pierre-Henri Olderbaum et Anna Guerre. Après plusieurs heures de route, c'est la délivrance. On vient d'arriver, la route est finie. Et on va s'installer. Et une fois qu'on sera installé, les vacances pourront débuter. C'est avec le sourire que ces vacanciers sont accueillis par le directeur du camping. Je vous laisse, je crois que vous connaissez les lieux. Voilà, je vous laisse la clé du chalet. Je vous remercie. Une fois les valises déposées dans ce chalet, le programme est déjà bien défini. Installation, repos et un petit peu de piscine, tranquille. Voilà, on va essayer de prendre nos marques. Dans les allées de ce camping, le programme semble être le même pour tous. Après une année rythmée par la guerre en Ukraine, l'inflation, le Covid et la météo, ici, on est venu se détendre. Après les semaines où il a plu, en fait, quelques jours, la semaine dernière, là, profitons du beau temps. C'est des jours de repos que j'attends avant de finir la saison pour avoir les vrais congés, oui, et donc j'en profite bien. Ouais. C'est un bon endroit, encore une fois. Ouais. S'ils sont venus ici dans le département du Tarn, c'est pour le calme et le beau temps. La chaleur, les gens ont été enfermés assez longtemps et je pense qu'ils ont envie de sortir et être en plein air. Donc la piscine, ici le lac qui est pas très loin et le village qui est très joli. En cette saison d'été, plusieurs nationalités vont se croiser, des Hollandais, des Espagnols et des Français. Tous auront à cœur d'oublier cette année particulière. Et avec ce début des vacances d'été, il y a aussi cette vigilance en ce qui concerne les noyades en mer, dans les piscines ou encore dans les plans d'eau. 1480 noyades accidentelles avaient été recensées l'année dernière entre le 1er juin et le 31 août dans l'Hexagone. Nous sommes en direct avec Charlie Dupont, bonjour, chef du poste de secours central à Lacanau en Gironde. Quelles sont tout d'abord les précautions à prendre pour éviter les noyades ? Eh bien, pour éviter les noyades, la principale précaution, ça va être de venir se baigner au niveau des zones de baignade surveillées. Elles sont matérialisées sur la plage par des drapeaux qui sont cette année rouge et jaune. Ça va être la principale des précautions à prendre, puisque tout est mis en place dans cette zone-là pour assurer une sécurité maximale. Quels sont les dangers de l'océan Atlantique, en l'occurrence derrière vous ?
Alors derrière moi, on va retrouver souvent à l'océan le danger de la baïne, qui est ce courant qui entraîne au large, qui peut entraîner les baigneurs très vite et très loin et les faire paniquer et les rendre, on va dire, les fatiguer. Et ça, c'est la première chose. Après, on peut aussi avoir les vagues de bord, qu'on appelle nous la vague shorebreak, qui vient casser au bord dans très peu d'eau et qui balaye les gens et qui peut faire quelques traumatismes au niveau des articulations. Ça va être les principaux dangers. On va retrouver aussi la chaleur. On a passé une vague de canicule il y a quelques temps maintenant et on s'est rendu compte que beaucoup n'étaient pas préparés à ce type d'environnement-là très, très, très chaud. Alors ça, ce sont les événements naturels auxquels il faut être vigilant. Mais en général, à quoi sont dues les noyades ? Généralement, ça va être des gens qui ne se baignent pas dans des zones qui sont surveillées et qui se laissent emporter par du courant, notamment la baïne. Les principales noyades, sur la côte girondine, en tout cas, c'est à cause de ça. C'est des gens qui se baignent de façon insouciante, c'est-à-dire qu'ils arrivent en vacances, ils posent les valises, comme on a pu l'entendre juste avant, et après ils partent directement à l'océan sans prendre la peine de regarder quelle plage est surveillée et où aller se baigner. Est-ce qu'on peut dire aussi que finalement, à tous les âges, la baignade peut comporter des risques ? Oui, effectivement, on a bien vu, on est en train de s'intéresser en ce moment à un profil type, et en fait, il n'y en a pas. On s'est rendu compte que ce soit hommes, femmes, enfants, jeunes ou même adultes, on était tous soumis à cette possibilité-là de se laisser emporter. Donc, on peut vraiment dire effectivement que l'âge n'a pas d'emprise sur les personnes qui vont être victimes d'une noyade. Merci Charlie Dupont, chef du poste de sécurité centrale de Lacanau, avec les moyens techniques de Julien Bergogna pour BFM TV. Début de vacances qui rime. Par ailleurs, il y a beaucoup de contraintes avec ces vacances, avec une hausse des cas de Covid. Ça ne nous a pas échappé. Et d'ailleurs, ça se voit dans les pharmacies. Il y a actuellement une véritable ruée sur les tests. Émile Darcourt, Marie Luff et Julien Appalo. Dans ce laboratoire parisien, de plus en plus de cas Covid sont détectés. Donc aujourd'hui, les résultats qui sont sortis sont comment? Avec quel taux de pourcentage de positifs? Ils sont à 35-40%. De positifs aujourd'hui. Un taux de positivité élevé et une forte augmentation du nombre de personnes testées. 30% de plus en une semaine dans ce laboratoire. Ce ne sont pas des demandes pour des voyages, ce sont des contrôles pour des gens qui ont quelques symptômes, mais c'est jamais avec l'affolement, c'est jamais avec la pression que l'on a connue précédemment. Pas d'affolement, mais les habitants retrouvent leur réflexe de se faire tester face à la 7e vague. Je me suis quand même fait tester 2 fois cette semaine. 2 fois cette semaine? Oui. Parce que je fais un stage dans un ESAT et du coup c'est avec des personnes handicapées et du coup il vaut mieux prendre des précautions quand même. Si j'ai des symptômes ou que j'ai des cas contacts, je vais aller me faire tester dans tous les cas. Je me fais tester si j'ai des symptômes, mais je vais pas me faire tester pour rien en fait. Paris est le département où le taux de dépistage est le plus élevé. Il est en augmentation également en Alsace. On a une hausse des tests depuis à peu près mi-juin. On a à peu près doublé nos nombres de tests. Là, on est à peu près entre 40 et 50 par jour. Et on était à peu près de l'ordre de 15-20 il y a quelques semaines. Je pense que maintenant, c'est rentré dans les mœurs. On sait que maintenant, quand on a des symptômes, on se fait tester. Pour la France entière, le nombre de tests Covid réalisés chaque semaine a été multiplié par 2 en un mois. Restez avec nous. Dans un instant, nous reviendrons sur la défense d'Éric Coquerel ce dimanche sur BFM TV. Il rejette les accusations de gestes déplacés envers les femmes, notamment portées par Sophie Tissier, ancienne figure des Gilets jaunes, qui a saisi le comité des violences sexistes et sexuelles de la France insoumise. Éric Coquerel dit n'avoir jamais eu de sa vie ce type de comportement. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elle-même les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Si tu as envie d'un appart, City. Votre programme avec Citia Immobilier. Non, papa, t'es relou. Oh, ça va. Mais... Non, mais papa, là. C'est pas le miel.
Vous voyez cet éleveur, cette productrice de fromage et ce producteur de tomates? Ils font tous partie des alliances locales Leclerc. Des circuits courts entre des magasins Leclerc et des petits producteurs. Aujourd'hui, il y a 15 000 alliances locales pour développer leur activité. Parce que défendre les filières agricoles françaises, ça commence en local. Leclerc. Ça fait 70 ans que Sofinco est à vos côtés. Aujourd'hui, pour vos projets de rénovation ou l'achat d'une voiture plus respectueuse de la planète, on continue d'avancer avec vous. Et ça, c'est smart. Alors, pour tous vos projets, en ce moment avec Sofinco, bénéficiez d'un prêt de 12 000 € pour 190 € par mois sur 72 mois. Contactez-nous au 3005 ou sur sofinco.fr. Sofinco, vous donnez de l'avance. Honor Magic 4 Pro. Des photos plus vraies que nature. La magie de l'image comme au cinéma. Et une charge ultra rapide. Honor Magic 4. The Power of Magic. Honor. Je me passionne pour le développement durable depuis que je me suis installée à Séville, il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, je travaille chez Amazon sur le développement de grands projets d'énergie renouvelable. Comme cette centrale solaire, l'une de nos plus grandes en Europe, qui alimente en partie nos activités. Je suis fière de contribuer à bâtir un avenir meilleur. Dès qu'elle est entrée chez Spoticar, j'ai su qu'on allait vivre plein de choses ensemble. Et que si on m'avait aussi bien révisé et préparé, c'était pour le jour où elle aussi serait prête pour moi. Spoticar, c'est un très grand choix de voitures reconditionnées dans l'un des plus grands réseaux de France. Plus de 40 000 véhicules disponibles immédiatement, en ligne ou en concession. Spoticar, nos voitures n'attendent plus que vous. Découvrez le Skoda Enyaq iV. Un SUV 100% électrique, aux finitions magnifiques, bourré de technologie. Est-ce la voiture que Thomas vient tout juste de s'acheter? Non, c'est celle qu'il vient de croiser. Alors il en a pris une autre. Et lui, il savait pas que Skoda avait sorti l'Enyaq iV aussi. Ah, c'est dur. Hein. Ah, il se disait, à un moment, moi, j'ai une super voiture. Et puis là, paf. Ah, c'est moche. C'est moche. Skoda Enyaq iV, le voir donne envie de la voir. Profitez-en à partir de 299 € par mois. Estimation, facture et outils de gestion. Les solutions Square connectent tous les côtés de votre entreprise. C'est carré avec Square. Tout est dit. Nouvelle Opel Astra hybride rechargeable. Venez l'essayer. C'est une opération commando secrète de l'armée ukrainienne. Cette évacuation a été une folie totale. Un pont aérien à haut risque pour briser le siège de l'usine Azovstal à Mariupol en Ukraine. Nous avions 30% de chances de réussir, 70% de ne pas revenir. Revenus de l'enfer, les survivants d'Azovstal racontent ces 2 mois terrés dans les bunkers de l'usine. On était bombardés de toutes parts, à la fois depuis la mer et depuis la ville. Je me disais, je vais peut-être mourir maintenant, mais j'aurais au moins pu revoir le soleil une dernière fois. Azovstal, l'histoire secrète. Demain, à 20h50, sur BFM TV. Disponible sur tablette, mobile et rmcbfmplay.com. La météo avec Rodi, le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. Avec Tendre & Plus, twistez la cuisine ordinaire devant la météo. Retrouvez la météo avec Murprotec, spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs.
les chaleurs sur le sud-est, toujours. Ici, à Nice, vous le voyez, un ciel parfaitement dégagé, pas l'ombre d'un nuage. Les températures vont rester encore très élevées, même si ça pourrait progressivement quand même baisser d'un cran. Mais c'est vrai qu'on a cette chaleur bien présente, toujours sur le sud-est essentiellement. Un risque d'orage dans le courant de ces prochaines heures sur le centre-est. Tout cela va se maintenir aussi pour la journée de demain. Alors, c'est à peine notable pour le moment du côté de l'Auvergne. Mais pour demain matin, on va retrouver cette humidité donc sous forme de nuages, averses orageuses déjà qui vont se mettre en place du sud-ouest en remontant sur le massif central, sur les Alpes également. À l'arrière, de très larges éclaircies, quelques passages nuageux quand même près des frontières du nord et sur le quart sud-est, le soleil toujours qui se maintient. Dans l'après-midi, il faudra quand même surveiller la situation entre l'Auvergne et les Alpes avec des orages parfois forts accompagnés de grêles. Là aussi, on a un véritable conflit de masse d'air entre cet air très chaud sur le sud et puis cet air un petit peu plus frais, entre guillemets, qui résiste au nord. En tout cas, ces fortes chaleurs qui n'arrivent pas jusque sur les régions les plus au nord. De belles éclaircies sur une bonne moitié nord et puis toujours ce littoral méditerranéen qui reste à l'écart de ce temps instable. Alors les températures, vous le voyez, c'est très net sur cette animation de masse d'air. On voit bien cette France divisée et ce fort contraste. Regardez au lever du jour, demain matin, 24 du côté de Nice, 23 sur le golfe du Lion, 22 à Marseille et 9 degrés dans le même temps seulement du côté de Brest et Cherbourg. Il fera 14 à Paris, 14 également à Nancy, à Bordeaux, 19 à Lyon. Dans l'après-midi, les températures restent très élevées sur le sud-est, mais on pourra quand même noter une petite baisse. 35 degrés encore malgré tout du côté de Marseille jusqu'à Montpellier, 34 en Corse, 27 à Paris et toujours à peine 19 degrés du côté de Brest. C'était la météo avec Rodi, le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. C'était la météo avec Tendre Plus. Tendre Plus, prenons goût au bon moment. C'était la météo avec Murprotec, spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs. À la une sur BFM TV à 16h30, aucune enquête n'a abouti. Je n'ai jamais eu ce type de comportement. Sur BFM TV, Éric Coquerel dément les accusations de comportement déplacé avec des femmes, notamment le signalement de l'ancienne figure des Gilets jaunes, Sophie Tissier, devant le comité contre les violences sexistes et sexuelles de la France insoumise. Marie-Jeanne Tric, journaliste politique BFM TV, a enquêté sur ce dossier. On en parle avec elle dans quelques secondes. La guerre en Ukraine avec au moins 6 morts et 15 blessés après des frappes sur Sloviansk dans l'est du pays, c'est ce qu'indique le maire de la ville. Moscou dit par ailleurs avoir conquis la ville clé de Lysychansk et toute la région de Lugansk dans le Donbass. Faut-il envisager un retour du masque obligatoire face à la reprise épidémique de Covid et à ces plus de 71 000 contaminations quotidiennes en moyenne? La question du retour de certaines restrictions est évoquée par certains médecins. Et face à la même 7e vague, l'Allemagne, elle, n'a jamais abandonné le masque. Mais tout d'abord, cette contre-attaque. Aucune enquête n'a abouti, des rumeurs infondées. La défense d'Éric Coquerel sur BFM TV aux accusations de comportement inapproprié avec certaines femmes. Le tout nouveau président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale était l'invité de BFM Politique à la mi-journée. Il y a eu des enquêtes journalistiques sur moi depuis plusieurs années. Peut-être que BFM en a fait, je ne sais pas, sur des médias sérieux. Aucune n'a débouché. Pourquoi aucune n'a débouché? Parce que la rumeur n'a pas suffi pour les journalistes, et fort heureusement, et d'ailleurs je salue la qualité professionnelle des journalistes qui l'ont fait, mais ils ont cherché des faits. Au moins, à un moment donné, un témoignage circonstancié, vérifié, qui valait de dénoncer publiquement quelqu'un, parce que je trouve que la presse a plutôt bien agi. On ne met pas comme ça le nom public de quelqu'un sur la base de rumeurs. Et ce dimanche, une femme a saisi le comité des violences sexistes et sexuelles de la France insoumise. Il s'agit de Sophie Tissier, Marie-Jeanne Tric. Sophie Tissier, ancienne figure des Gilets jaunes, que vous avez pu joindre. Elle vous a donné sa réaction après la défense d'Éric Coquerel aujourd'hui. Oui, Sophie Tissier a suivi de très près cette interview d'Éric Coquerel sur notre antenne tout à l'heure à midi. Elle semblait assez émue quand je l'ai eue au téléphone peu de temps après. Elle m'a dit qu'elle était dégoûtée et en colère d'entendre les propos d'Éric Coquerel et que selon elle,
eh bien, Éric Coquerel ment. Alors, qu'est-ce qu'elle lui reproche exactement? Eh bien, Sophie Tissier lui reproche des comportements déplacés qui remontent à août 2014, lorsqu'elle avait été invitée aux universités d'été du PG. C'est le parti de gauche dont faisait partie Éric Coquerel. Alors, elle affirme que tout d'abord, il a eu un regard extrêmement insistant tout au long de la journée, tout au long de la soirée, et que cela la mettait extrêmement mal à l'aise. Elle affirme également qu'un peu plus tard dans la journée, plus particulièrement dans la soirée, eh bien, Éric Coquerel a été très proche d'elle, a été collant, c'est un terme qu'elle emploie, qu'il a voulu danser avec elle, qu'il l'a prise par la taille, qu'il l'a frôlé, effleuré ses fesses, qu'il a effleuré son corps. Elle me dit, elle dit dans son témoignage plutôt à la France Insoumise, je me sentais une proie, il était pressant et en prédation. Et puis enfin, ce que raconte Sophie Tissier, c'est que à la fin de cette soirée, lorsque les gens quittaient les lieux, eh bien, Éric Coquerel lui a envoyé plusieurs SMS plutôt insistants, dans lesquels il lui propose de le rejoindre dans son taxi pour ensuite aller à l'hôtel ensemble. À préciser que Sophie Tissier n'a plus ces SMS en sa possession. Alors pour le moment, les propos de Sophie Tissier ne font pas encore l'objet d'une plainte devant la justice. Il s'agit juste d'un signalement devant ce comité contre les violences sexistes et sexuelles de la France Insoumise. De quoi s'agit-il ? Alors ce comité, il a été créé en 2018. C'est une façon, c'est dans une démarche complémentaire avec la justice traditionnelle. En gros, c'est une sorte d'enquête interne au sein de la France Insoumise. Ce sont des militantes bénévoles de la France Insoumise elles-mêmes qui sont au sein de ce comité. Après, c'est vrai que c'est assez difficile d'avoir accès au travail qui est fait parce que ce comité eh bien, revendique la confidentialité de ses travaux. Merci beaucoup Marie Gentry pour toutes ces précisions. Nous sommes en direct avec le député Bruno Fuchs. Merci d'être avec nous. Député MoDem du Haut-Rhin. Tout d'abord, une réaction sur cette contre-attaque aujourd'hui d'Éric Coquerel donc sur le plateau de BFM TV. Que pensez-vous de ces propos, de la façon dont il s'est défendu aujourd'hui ? Je ne vais pas permettre de juger la façon dont Éric Coquerel s'est défendu. Mon commentaire là, c'est qu'on a une situation de société, un point de société extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'on est en train de commenter publiquement des affaires privées et intimes, mais dont les faits n'ont pas été établis. Donc je pense que collectivement, on devrait avoir plus de retenue, que ce soit les médias, que ce soit nous, de commenter cela. Je pense qu'on ne peut réellement avoir une opinion sur les choses qu'à partir du moment où les faits sont établis. Et à longueur de journée, de parler d'éléments intimes, la parole de l'un, la parole de l'autre, ne fait que amplifier les choses et met en difficulté soit la victime, puisque on peut mettre en cause sa version, soit le député ou l'homme politique qui nie bien sûr les faits. Donc à ce stade-là, moi je demande à tout le monde de calmer un peu les choses, d'attendre que les faits soient établis, soit par une commission interne d'un parti, soit par un magistrat. Et là, il sera possible d'avoir un jugement très clair sur les faits. Mais en absence de faits, on est en train de commettre, quoi qu'il arrive, l'irréparable. Alors, on comprend bien, et nous on le précise bien, par ailleurs, qu'il n'y a pas à ce stade de plainte déposée à l'encontre d'Éric Coquerel, mais tout de même ce signalement, donc devant cette commission interne de la France Insoumise. Comment est-ce que vous réagissez, par ailleurs, à ce signalement donc, réalisé par Sophie Tissier ? Bien, moi, j'attends que ce signalement soit instruit et qu'ensuite on ait des faits établis, reconnus ou pas, en tout cas des versions contradictoires, mais à partir d'éléments factuels vérifiés. Aujourd'hui, on est vraiment la parole de l'un contre l'autre et ça touche également d'autres hommes ou femmes politiques du gouvernement. Donc, dans le cas du ministre Abad, clairement, là, aujourd'hui, dans une situation où il nie ce qu'on veut lui faire porter, et de l'autre, il est en difficulté pour exercer son ministère. Donc, moi, je pense là réellement, dans ce type de situation, une fois qu'on a dit que les faits ou une plainte avait été déposée, je pense qu'il faut revenir à un niveau de traitement de ces sujets beaucoup plus bas et attendre que la justice ou un parti politique ou une commission d'enquête établissent les faits avant de porter des commentaires. Alors, Bruno Fuchs, on en parle aussi aujourd'hui parce que c'est Éric Coquerel qui a décidé de faire cette tribune dans le journal du dimanche ce matin et qui ensuite en a parlé sur notre plateau à la mi-journée. Pour l'instant, vous le disiez et on le rappelait, il n'y a pas de plainte à son encontre, ce qui veut dire qu'il n'est pas fragilisé pour l'instant, notamment dans sa fonction importante de président de la Commission des finances à l'Assemblée.
Bien, quand bien même y aurait-il une plainte, ça n'explique pas et ça ne justifie pas derrière que la personne est coupable, plainte ou pas. Donc, je pense que oui, du fait, il est fragilisé. Mais je ne vais pas prendre la défense politique, en tout cas d'Éric Coquerel, mais il est fragilisé alors même que les faits à son encontre ne sont pas établis. Et c'est là le paradoxe de notre société, de son traitement médiatique, c'est qu'avant même que les faits soient établis, quelqu'un peut être fragilisé ou être dans l'impossibilité d'exercer sa fonction alors même qu'il n'y a rien dans les faits qui soit établi et qui puisse lui être reproché. Et donc c'est là que l'on va vers quelque chose d'absolument absurde. Parce que dans les deux cas de figure, les gens défendent soit Coquerel, soit la personne qui l'attaque, ou en tout cas le met en cause. Eh bien, dans les deux cas, les paroles doivent être prises en compte et doivent être respectées. Donc il ne s'agit pas de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais on le voit bien. Du coup, qu'Éric Coquerel, oui, il est fragilisé, bien évidemment. Mais, j'allais dire, à tort, mais ne méprenez pas ce que je dis, à tort dans l'état actuel des connaissances que l'on a de l'affaire. Il ne devrait pas l'être à ce stade-là. Il le serait ou sera si les faits sont établis. Voilà ce que je dis. Et je pense que c'est dangereux pour la démocratie, d'avoir une démocratie de plateau, une démocratie de médias, une démocratie de réseaux sociaux, et pas une démocratie dans laquelle c'est la justice qui établit la vérité. Et là, on a une dérive, à mon avis, qui est extrêmement grave pour la démocratie et pour nos institutions. Votre message, en tout cas, est très clair. Restez avec nous, hein, Bruno Fuchs. On va poursuivre sur cette autre actualité politique, le remaniement. Alors qu'on apprend de sources gouvernementales qu'un conseil des ministres pourrait être convoqué dès demain à 17h. Elisabeth Borne doit toujours présenter son nouveau gouvernement d'action en début de semaine. La Première ministre qui continue de plancher sur le casting idéal avec le président de la République. Alors à quand ce remaniement? Peut-être dans les prochaines heures, assure Aurore Berger. À partir du moment où, dans les prochaines heures, le nouveau gouvernement sera formé, eh bien, nous aurons un exécutif définitivement installé. Moi, j'attends ce remaniement dans les prochaines heures. Il sera annoncé, évidemment, par le secrétaire général de l'Élysée. C'est demain matin. Ce sera dans les prochaines heures. Et je pense que ce qui importe aux Français, c'est pas de savoir si c'est dimanche après-midi ou lundi matin. C'est même pas forcément de savoir qui. C'est savoir qu'on a à un moment un collectif qui est formé, qui est installé définitivement. Bruno Fuchs, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que vous avez des noms, vous, de votre côté, sur ce nouveau gouvernement? Est-ce que vous-même, par exemple, vous pourriez peut-être en faire partie? Vous me posez la question? Oui, tout à fait. Ah, très bien. Non, moi, je n'ai pas de nom. J'ai des noms de prétendants. Oui, je sais qu'il y a énormément de prétendants. Et dans les prétendants, je sais qu'il y a des femmes ou des hommes politiques qui étaient assez éloignés lors de la campagne présidentielle ou la campagne législative des thèses du président de la République, en étant même très véhément contre lui. Donc oui, aujourd'hui, il y a plutôt un trop-plein que pas assez, et notamment chez des opposants de la veille qui, aujourd'hui, seraient ravis de rejoindre le camp du président pour des raisons certainement personnelles. Mais je pense que la question n'est pas tellement... Enfin, celle-ci, bien évidemment, mais plus important est de savoir quelles sont les majorités que l'on pourra dégager pour faire voter tel ou tel texte. Quand on va arriver, par exemple, sur l'indexation des retraites sur l'inflation, voilà, ben là, il va falloir trouver une majorité qui va voter pour, qui va voter contre. Donc, la question du gouvernement est importante, mais c'est la question des majorités à l'Assemblée. Or, il n'y a personne aujourd'hui, un homme politique, qui est capable d'arriver au gouvernement en disant « j'ai avec moi 10, 15, 20 députés » ou autre. En tout cas, je ne le connais pas, ou je ne la connais pas. Donc, il y a une double réflexion, c'est qui rentre au gouvernement et qui, bien évidemment, est capable de trouver des majorités sur des thématiques qui sont importantes pour les Français et que les Français attendent avec beaucoup d'impatience. Des profils donc plutôt parlementaires, peut-être sera le cas pour vous, Bruno Fuchs. On le découvrira a priori d'ici les prochaines heures, selon Aurore Berger. Merci d'avoir répondu à nos questions cet après-midi sur BFM TV. Je rappelle que vous êtes député Modem du Haut-Rhin. 16h41, on en vient à présent à l'actualité en Ukraine avec les forces russes qui poursuivent leur stratégie de la terre brûlée. Le président Volodymyr Zelensky a évoqué des combats qui s'intensifient dans plusieurs villes du pays alors que des bombardements ont été rapportés par les autorités locales sur la ville de Sloviansk.
L'armée russe a continué de frapper nos villes avec des missiles. Pas plus tard que ce soir, il y avait déjà eu 6 frappes, un total de 12 missiles. À Mykolaïv, dans la région de Donetsk, les frappes aériennes se poursuivent. Les hostilités brutales continuent sur la ligne de front dans le Donbass, dans l'épicentre bien sûr, dans les villes de la région de Lugansk. L'activité s'intensifie dans la région de Kharkiv. Nous avons réussi à chasser les forces d'occupation d'Ivanivka dans la région de Kherson. Et nous continuons à faire pression dans le sud de notre État. Emmanuel Dupuis, on parle notamment donc de Sloviansk, on le disait, au moins 6 morts, 15 blessés selon le maire de la ville. On est toujours dans une politique de la terreur de la part des forces russes de Vladimir Poutine. Oui, on est dans la logique de la terre brûlée. Severodonetsk et Lysychansk ont été conquis, mais à quel prix 200 morts ukrainiens par jour, à peu près 3 à 4 fois plus de blessés, des villes totalement détruites, rasées par les tirs d'artillerie. D'ailleurs, les combats des dernières heures, des derniers jours et des dernières heures, ne sont plus des combats d'artillerie, mais des combats de rue, rue par rue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on voit des militaires tchétchènes qui sont précisément déployés pour cela, pour combattre en territoire urbain. Mais bien évidemment, les frappes auxquelles vous faites référence, à Sloviansk ou évidemment à Lysychansk, ne sauraient aussi oublier les autres frappes sur l'ensemble du pays, notamment sur l'autre front qui est aussi en train de s'intensifier autour de Mykolaïv. À front renversé, les troupes ukrainiennes, là, progressent, alors que les troupes russes régressent un peu. Et donc, d'une certaine façon, il y a cette volonté de frapper les pôles de logistique qui permettent aux forces ukrainiennes de bénéficier petit à petit, lentement, mais sûrement, des matériels promis et donc livré par les forces occidentales, et bien évidemment pour essayer de stabiliser ce front très important, car il y a l'objectif de garder la ville de Kherson, la ville de Kherson qui a été conquise dans les premières heures par les forces russes, et surtout de garder la cohérence territoriale entre la Crimée et le Donbass. Les forces ukrainiennes sont en train de faire des contre-offensives du côté de Mykolaïv, dans l'oblast de Kherson, même à Melitopol, sur la côte de la mer d'Azov, pas très loin, à une centaine de kilomètres, donc à l'ouest à l'ouest de Mariupol. Donc on voit bien qu'il y a un front qui est évidemment très large, très vaste, 900, 1000 kilomètres, du nord au sud, qu'il y a une intensification des combats sur le Donbass, notamment du côté de l'oblast de Lugansk, qui vraisemblablement, si les Lysychansk tombent, serait totalement conquis par les forces séparatistes et les forces russes, mais que les Russes, maintenant, veulent aussi intensifier le front du sud. Kherson est à l'embouchure du Dniepr. Mykolaïv permet, malgré tout, de faire passer une partie donc des capacités agricoles ukrainiennes, d'autant plus que les Américains ont livré ou ont promis de livrer des matériels militaires, dont des bateaux, des petits bateaux qui permettent effectivement de protéger une partie des fleuves qui sont encore contrôlés par les forces ukrainiennes. Emmanuel Dupuis, il y a donc toujours ce conflit en cours. On sait qu'il va durer encore longtemps, visiblement. Et il y a malgré tout des réunions qui se poursuivent un peu partout dans le monde pour tenter de réfléchir à la reconstruction de l'Ukraine. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il y a une réunion à Lugano qui est prévue demain en Suisse. Absolument, en Suisse, où une quinzaine de pays, sans la France, vont décider, avec la présence de l'Union européenne bien sûr, la Pologne, les pays limitrophes, principalement les 3 pays baltes, la Pologne, la Slovaquie et la Roumanie, pour essayer de lancer ce qui pourrait être comparé à une sorte de plan Marshall, un plan de reconstruction. Le président Zelensky évoquait l'idée selon laquelle il fallait que la communauté internationale mobilise 600 milliards d'euros pour la reconstruction. C'était déjà il y a un mois. Donc on imagine qu'au fur et à mesure que les combats se poursuivent, que la reconstruction sera malheureusement plus lourde et plus conséquente. Mais avec ce paradoxe, il y a une urgence à livrer du matériel militaire. Les Américains ont promis 820 millions d'euros il y a quelques heures, ce qui confirme l'idée qu'ils sont évidemment les principaux fournisseurs d'armes, près de 7 milliards d'euros depuis le début du conflit. Il y a l'adhésion de l'Union à l'Union européenne. Ursula von der Leyen, qui sera à Lugano demain, a été très insistante pour que les mesures, notamment en matière de lutte contre la corruption, soient effectivement mises en place
dans le processus d'adhésion. Et puis, il y a la reconstruction. Donc, vous voyez, 3 agendas qui sont convergents, mais avec une priorité, c'est évidemment la dimension militaire. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis de nous avoir accompagnés dans le non-stop cet après-midi pour décrypter ensemble l'actualité en Ukraine. On en vient au Covid, 7e vague de Covid avec ces chiffres en France. Le nombre de contaminations quotidiennes est en moyenne de 71 140 cas sur la dernière semaine. Alors faut-il remettre le masque, remettre en place des restrictions? Écoutez l'analyse de Mircea Sofonea, épidémiologiste. Est-ce que nous sommes allés trop vite au mois de mars? La situation était passée la vague BA2, si vous voulez. La situation était relativement correcte puisqu'il y avait une circulation faible et une immunité populationnelle qui pouvait laisser penser, et on avait eu raison, qu'il allait s'écouler encore plusieurs semaines avant toute reprise épidémique. En fait, c'était plus sur la communication. Il ne fallait pas mettre en avant le côté irréversible ou en tout cas supposé comme tel. Quelque part, l'exécutif a créé un narratif à partir du mois de janvier avec Omicron qui constitue à dire que ce serait la dernière ou les dernières vagues et qu'on irait vers progressivement et de façon irréversible vers des habitudes pré-pandémiques. Le retour du masque, on le voit avec l'actuelle reprise épidémique, est à considérer, on va dire, non pas seulement dans les transports, mais finalement dans l'ensemble des situations où la transmission est favorisée, à savoir les milieux clos, en particulier faiblement aérés et purifiés. Sur le court terme, nous n'avons pas, c'est pour la première fois depuis presque 2 ans et demi, qu'il n'y a pas de projection publique en France sur l'actuelle vague. Cela s'explique par plusieurs paramètres. Beaucoup de vos confrères l'ont traité. Depuis le début de la semaine, je reçois des appels systématiquement tous les jours sur cette question. Il se trouve donc qu'il y a un manque de moyens dans la recherche, un désintérêt aussi de l'État et donc un manque de financement sur cette activité-là qui n'a pas failli en 2 ans. Et contrairement à ce que, on va dire, des analystes peu précautionneux disent, il y a eu quand même un moyen d'anticiper les besoins hospitaliers aux environs de 1 mois en avance. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est possible. Et pour la première fois, ça n'arrive pas. Il faut bien savoir qu'en France, la recherche maintenant est financée essentiellement sur projet et que, par exemple, les projets spécifiques Covid-19, en tout cas le côté épidémiologique, pas le côté Covid long, a été arrêté d'être financé spécifiquement par l'Agence nationale de la recherche scientifique, l'Agence nationale de la recherche, en mars 2021. Moi, j'ai par exemple des personnes dans mon équipe qui n'a pas grossi depuis le début du Covid, loin de ce que certains fantasment, seront malheureusement en arrêt de contrat en 2023. Donc nous n'avons pas les moyens de continuer ce travail de projection à court terme, même si les CHU nous le demandent. Au final, c'est véritablement le nerf de la guerre. Évidemment, ça coûte quand même moins d'argent que de développer des vaccins, mais en revanche, du coup, ce sont des moyens qui peuvent être mis en place par l'État, et ce malgré donc l'enjeu sanitaire. L'État s'est désengagé de cette dynamique, et donc nous sommes dans le besoin de postuler à des petits appels à projets qui, pour le moment, pour l'immense majorité d'entre eux, ont été refusés de mon côté. Et ça veut dire qu'on passe aussi beaucoup plus de temps à essayer d'avoir des financements pour pérenniser certains chercheurs précaires dans l'équipe, ne serait-ce que pour maintenir l'activité de projection qui est nécessaire aux hospitaliers qui en ont vraiment besoin. Notre chronique santé, prenez soin de vous.